Bonjour, aujourd'hui je vous explique l'analyse globale, très attendue dans vos livrets de VAE. On la retrouve cette analyse globale dans les livrets CAFRUIS, CAFDES, les livrets éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, CESF, assistante sociale. Voilà, il y a certains livrets où on retrouve cette analyse globale. On se demande souvent à quoi elle sert, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur de chacune de ces fiches. Donc aujourd'hui, l'idée de ce poste, c'est de pouvoir effectivement vous aider à comprendre le contenu de chacune de ces fiches et l'importance de l'analyse globale. Alors, l'analyse globale, pour moi, c'est le zoom sur les compétences. Donc là, je globalise hein, bien sûr l'accompagnement par rapport à ces fiches d'analyse globale, mais en soi, elles sont identiques en termes de forme dans chacun des livrets que j'ai mentionnés. Bien sûr, vous y allez de vos compétences individuelles par rapport au référentiel de votre diplôme, mais en soi, elle est le zoom des thématiques que vous devez, on va dire, connaître, aborder, maîtriser en termes de compétences. Et on va voir que ces fiches permettent soit de revoir d'une façon résumée, condensée, des choses que vous aurez pu noter dans votre livret, soit effectivement d'apporter des informations supplémentaires plus précises sur ces compétences. Donc, on va dire que c'est de ce bateau qu'est le livret 2 VAE, avec d'abord le début du livret, puis sur, on va dire, le pont, les 4 compétences en général, hein, avec les blocs de compétences à l'intérieur qu'on doit valider. L'analyse globale, c'est le pont arrière. Sur lequel on va pouvoir aussi bien aller y amener des choses de tout cette surface qu'on a travaillé tout au long du livret, voire même à force finalement de rédiger ces fiches, se dire tiens c'est vrai que je pourrais peut-être aller rajouter des choses sur mon livret parce que ça me fait penser à ça. C'est pour ça qu'on appelle aussi ça une analyse globale. On va passer sur donc la première fiche. Il y en a 5 hein, de fiches d'analyse globale. Donc je les ai reprises là et je vais vous les présenter une par une. Et je vais un petit peu vous expliquer ce que peut être le contenu de chacune de ces fiches. Bien sûr, à chaque fois, vous l'ajustez en fonction des compétences demandées dans votre référentiel à vous. La première fiche, c'est le principe d'action et objectif. Alors, j'aime bien m'attacher aux mots. Chaque mot a une importance, peut être un outil même, voire même peut être une définition d'une action à réaliser. Donc, du coup, si vous vous attachez aux mots, ça vous aidera déjà à comprendre le contenu. Bien sûr, il faut aussi comprendre quel est le sens de ces mots et ce qu'on vous demande. Donc l'erreur commise par beaucoup d'entre nous, puisque c'est des biais psychologiques, c'est de ne pas lire, on va dire, les notices. Et notamment, je m'aperçois, moi, quand j'accompagne parfois des candidats, que tout simplement, ils n'ont pas lu le contenu, en fait, hein, des fois, ou très rapidement, de la notice. Donc, c'est important quand même de s'y attacher. Alors, pour cette expérience numéro 1, dans le mot expérience, on a vu que dans le livret 2, le mot expérience veut dire job. Donc là, c'est vraiment des fiches en lien à chaque fois à ce que vous avez raconté de votre expérience dans le livret. Donc si par exemple je suis un éducateur et que j'ai relaté toutes mes compétences sur l'IME où je travaille, bien sûr, on va vous demander que ces fiches soient bien sûr la réflexion sur votre travail au sein de l'IME et pas ailleurs. Le jury aime bien que les choses soient concordantes et dans le livret en fait, hein, qui ait du sens. Donc c'est déjà une première information. Donc pour l'expérience que vous avez relatée dans le livret, vous devez présenter les principes. Il vous parle d'éthique, de déontologie. Donc à vous de savoir exposer ce que sont ces principes de l'éthique, de la déontologie. Deux mots à définir. Ou les principaux objectifs qui guident votre action, du point de vue notamment de la relation à l'usager. Deux exemples illustreront la façon dont vous appliquez ces principes. Alors, éthique, déontologie, je vous rappelle un petit peu hein, rapidement la différence des deux. L'éthique, on va parler de valeurs, on va dire ça peut être intrinsèque. Hein, je m'appuie sur, on va dire, des valeurs de altérité, de respect,
comment dire, de m'adapter à l'autre dans son individualité, de respecter tout ça. Ça, c'est propre à ma façon à moi d'accompagner l'autre, mais ça peut être aussi la déontologie. Et la déontologie, on va dire que c'est beaucoup plus structuré par un code. En général, quand on est dans une association, une entreprise, on vous demande de lire, de signer, voire d'adhérer à la déontologie. Sinon, on n'a rien à faire dans cette entreprise-là si on n'a pas les mêmes valeurs. Donc ça, c'est juste un rappel pour vous aiguiller sur ce que vous allez pouvoir noter. Et puis, les principaux objectifs qui guident votre action. Alors, en termes d'objectifs, pourquoi pas dans ces fiches-là, justement, se ramener toujours au réel, hein, c'est-à-dire à ce qui touche aussi bien les outils avec lesquels je travaille. Ça peut être bien sûr les objectifs tout simplement du projet d'établissement, les objectifs quant au projet de l'usager, voilà, des choses bien concrètes. C'est déjà ce qui va me guider effectivement dans justement la mise en œuvre de mes actions en fonction de principes d'éthique, de déontologie et d'objectifs. Donc à vous de parler de tout ça, pouvoir l'exprimer. On vous demande effectivement si vous le souhaitez. Alors parce que dans tous les livrets, voilà, il y a des jurys si on explique bien déjà tout ce que je viens de vous dire, ils peuvent vous laisser tranquille s'il n'y a pas d'exemple. L'exemple, ça sera peut-être de dire, par exemple, dans la compétence 1, quand j'ai dû accompagner et accueillir tel ou tel résident, je me suis appuyée sur l'éthique ou la déontologie, l'éthique donc de respecter la personne dans son individualité, tout ça, ça peut être ça en fait, hein, se ramener toujours à ce que vous avez pu raconter dans le livret. La deuxième fiche, c'est sources d'information et de documentation. Donc, ils vous disent toujours dans cette expérience, donc celle que vous relatez qui est en lien avec cette analyse globale, décrivez précisément l'ensemble des sources d'information et de documentation que vous utilisez dans le cadre de votre intervention. Donc là, on parle de sources, on parle de documentation, on parle d'information. Pourquoi pas effectivement, alors je vous propose moi de faire une pyramide de documentation en partant, pourquoi pas, du projet d'établissement qui est quand même la principale source, encore une fois, hein, pour me dire ce que je dois travailler en termes d'objectifs. Mais aussi peut-être vous avez des établissements qui voilà, peuvent vous amener eux aussi des informations, des sources en interne, ça peut être ça. Vous pouvez aussi, en termes de sources, voilà, vous avez les protocoles à citer, vous avez le livret d'accueil, vous avez des notes de service, ça peut être déjà des sources d'informations sur comment je peux travailler ou aussi bien à l'interne, voire même à l'externe. Mais aussi dans ce document, je pense qu'il faut aussi beaucoup travailler sur ce qu'on appelle la veille professionnelle ou la veille sociale, hein, dans le sanitaire. Parce qu'effectivement, c'est la veille, on va dire professionnelle, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant rattaché à toute activité en fait. On doit montrer qu'on est toujours en mise à jour permanente de ce qui se passe dans notre environnement, aussi bien des aides sociales que de l'accompagnement, la pédagogie, l'éducatif pour les éducateurs. Voilà, tout ce qui fait vraiment l'accompagnement de la personne et ce que je vais pouvoir aller chercher pour l'aider dans les dispositifs d'État ou d'autres choses. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la veille professionnelle. Et pourquoi pas aussi, si on va aller un petit peu plus loin, pourquoi pas dire ce qu'on en a fait de cette veille professionnelle. C'est-à-dire à un moment donné, voilà, j'ai vu effectivement que tel nouveau dispositif existe, mais est-ce que justement j'ai pu le mettre en place? Est-ce que voilà, j'ai réfléchi en institution pour travailler là-dessus. Donc ça peut être jusque-là, en fait, hein, votre réflexion sur cette fiche-là de sources d'information et de documentation. Bien sûr, on ne citera pas que des livres ou des revues. Vous avez donc dans le médico-social notamment tout ce qui est HAS, tout ce qui est ARS, .gouv, enfin voilà, tous ces sites-là, toutes ces choses qui feront aussi votre environnement professionnel, qui sont des choses à citer. Vous avez Internet donc, mais vous avez aussi des abonnements, peut-être des revues en interne aussi qui vous sont données. Maintenant, on n'est plus que dans le format papier, on a aussi la notion du digital, de l'Internet. Participation au fonctionnement collectif de la structure. Donc là aussi, encore une fois, on lit la notice, précisez les modalités de votre participation et contribution au fonctionnement collectif de la structure.
équipe, service, établissement. Présentez notamment les réunions internes auxquelles vous participez en décrivant la nature exacte de votre implication. Alors, là, on lit tout simplement la notice et puis on s'y applique. On vous parle de réunions, vous listez les différents types de réunions qui existent. C'est important puisque selon vos diplômes, vous avez des degrés d'implication dans ces réunions. Certaines, on va vous demander de les initier, d'autres de les animer. En tout cas, il va falloir montrer effectivement les réunions auxquelles vous participez, à quoi elles servent, voilà, ça peut être ça. Ensuite, vous pouvez montrer votre fonctionnement collectif, votre participation au fonctionnement collectif. On a le CVS qu'on peut citer. Est-ce que j'y suis moi-même impliquée parce que je suis déléguée ou parce que je participe activement à mettre en place des réunions de participation des usagers. Ça peut être les comités, les copiles, ça peut être voilà tout ce qui fait en fait la vie de l'institution. On peut aussi citer les évaluations internes, les évaluations externes. Vous avez de quoi faire une belle checklist. Bien sûr aussi, je peux vous rajouter la participation à l'écriture ou la réécriture du projet d'établissement. On dit aussi voilà les modalités, tous les combien, voilà. Donc ça, c'est vraiment une fiche checklist où vous allez pouvoir montrer, faire un zoom sur justement cette implication que vous avez dans la structure par rapport à votre poste. Ça peut être un zoom sur la fiche du début du livret 2 qui s'appelait ma position dans la structure. Ça permet aussi de répondre à certaines compétences et de faire un zoom sur cette contribution que vous apportez et ces compétences que vous apportez au sein de votre structure. Degré d'autonomie et d'initiative. Donc, décrivez la façon dont vous organisez votre travail. Recevez-vous des consignes ou instructions? Si oui, de qui et sous quelle forme? Vous fixez-vous vos propres objectifs? Si oui, lesquels? Devez-vous rendre compte de votre travail? Si oui, à qui? Dans quel cas? Comment procédez-vous? Quelles décisions pouvez-vous prendre seul par opposition? Quelles décisions ne pouvez-vous pas prendre seul? Alors, on va globaliser, on n'est pas obligé de répondre mot à mot, point d'interrogation par point d'interrogation. On interroge ici donc l'autonomie et l'initiative, on en parlait un petit peu précédemment, sous des aspects particuliers. On est dans l'organisation du travail ici dans cette fiche-là, l'organisation du travail qui implique aussi avec qui je travaille. Donc, pourquoi pas une hiérarchie aussi, ça me renvoie un petit peu à la fiche, on va dire, de votre position dans la structure, où vous pouviez montrer aussi, ou dans la structure, avec qui étaient les autres professionnels et ce que vous faisiez avec. Organisation du travail, ça me fait penser aussi comment dire, donc à cette autonomie sur devez-vous rendre compte de votre travail, si oui à qui. Là, vous pouvez montrer en termes de compétences que vous pouvez vous-même initier la mise en place de projets personnalisés, de projets collectifs. Peut-être qu'il y aura des délégations sur certaines compétences. Ça va être ça que vous allez pouvoir raconter en Zoom pour renforcer là encore votre position dans la structure. C'est des fiches qui sont un petit peu on va dire jumelles, qui d'ailleurs peuvent s'alimenter l'une l'autre si vous voulez écrire des choses dans une fiche, les retransposer dans l'autre. Une sorte de copier-coller peut être possible à certains niveaux, bien sûr pas des copier-coller idiots qui n'ont pas de sens, mais qui effectivement permettent d'alimenter une fiche ou l'autre. Vous avez évaluation de votre intervention. Donc là, on est dans tout ce qui est précisé comment vous évaluez votre intervention, sur quelle base de critères ou indicateurs, quand et de quelle manière. On vous parle de critères ou indicateurs. Déjà, moi, ça me donne un premier indice que quelque part, il y a des objectifs qui traînent, puisque c'est des mots qui sont quand même assez en lien les uns avec les autres. Pourquoi pas, quand j'évalue, la question classique qu'on peut vous poser en VAE, c'est qu'est-ce qu'on évalue en général? On cherche, on est là, on ne sait pas trop. En fait, tout simplement, on évalue des objectifs. Et donc, ça va être, vous allez évaluer les objectifs aussi bien du projet d'établissement que du projet collectif ou du projet individuel de la personne. Donc, cette évaluation va porter sur voilà, comment j'ai pu travailler dans un projet collectif, est-ce qu'il a abouti,
ça me donne une première évaluation de mon intervention. Il va y avoir aussi les lieux où on va pouvoir m'évaluer. Le tout premier que je mettrai en haut de ma pyramide, on va dire, c'est celle de la réunion obligatoire que vous avez au niveau annuel avec votre direction, où vous faites une première évaluation de l'année sur vos objectifs à vous personnels, les formations que vous aviez demandées. C'est un premier lieu d'évaluation de votre intervention que vous pouvez citer. Vous avez ensuite, donc comme je disais, ce travail sur vos propres projets collectifs, individuels, et là vous pouvez avoir des réunions avec l'équipe professionnelle et vous pouvez évaluer justement sur l'acquis de, enfin la capacité, enfin, ce que vous avez pu effectivement acquérir de ces objectifs. Est-ce qu'ils sont finalisés? Est-ce qu'il faut les réévaluer? Est-ce qu'il faut améliorer? Ça peut être un second lieu d'évaluation de votre intervention avec justement les professionnels avec qui vous travaillez. Vous avez ensuite l'analyse de la pratique. L'analyse de la pratique, c'est quelque chose qui est très important. C'est un lieu d'évaluation, mais cette fois-ci de votre posture professionnelle. Vous avez ensuite les évaluations qui sont en lien avec la satisfaction client. Maintenant, elle existe même dans le médico-social, cette satisfaction client. Donc, même si ça ne m'évalue pas moi d'une manière très ciblée, c'est quand même ma participation dans ce travail qui est évoluée. Je dois me sentir quand même impliquée et responsable. Et enfin, je dirais que vous avez les bénéficiaires eux-mêmes, hein, parce que qu'on soit CAFDES, CAFRUIS, et puis après éducateur spécialisé de jeunes enfants ou quoi, on est là et on écrit ce livret. Bien sûr, on a des niveaux de compétences différents. Certains seront un petit peu plus dans leur bureau que d'autres. Mais malgré tout, même quand je dirige un établissement, l'ultime personne pour qui je le fais, c'est quand même l'usager. Donc du coup, cette satisfaction, elle va peut-être ressortir du fait que la personne, elle est voilà, émancipée, que peut-être effectivement elle est heureuse, il y a quelque chose qui me dit que finalement ce qu'on fait c'est pas si mal, puisqu'il y a une évolution chez la personne, une satisfaction qui peut se voir au-delà bien sûr des enquêtes de satisfaction. Donc ça c'est vraiment la base. Dans un livret 2, n'oubliez pas pour qui vous travaillez. On est d'abord là pour le bénéficiaire, l'usager, le résident selon comment on l'appelle en fonction du lieu où on est. Compétences mises en œuvre, c'est là, c'est la dernière fiche hein, que vous devez remplir. Il y a dedans le mot compétences, hein, présenter les principales compétences et les principaux savoirs que votre travail exige. Selon vous, identifiez les plus importants, dites éventuellement pourquoi ils vous apparaissent comme tels. On est dans les compétences. On reprend le référentiel de compétences tant qu'à faire, bien sûr, qui nous concerne en fonction du diplôme qu'on passe. Moi, ce que je vous propose, c'est une fois qu'on a compris ce référentiel de compétences et à ce stade-là où on est à l'analyse globale, en général, vous devez fortement l'avoir compris puisque sinon, ça veut dire que vous êtes planté dans tout le livret si vous n'avez pas lu votre référentiel de compétences au moins au début de votre écrit du livret 2. Donc, ce référentiel de compétences, il doit être, on va dire, intrinsèque à vous. Maintenant, vous devez, voilà, il doit bien être, comment dire, digéré hein, par vous-même. Vous devez le connaître. Vous pouvez même en avoir créé des mots-clés qui vous permettent de vous aiguiller dedans. Moi, ce que je vous propose, c'est que justement, ces mots-clés du référentiel de compétences, ces items, c'est ce que vous savez de ce référentiel, vous les mettez en savoir-faire, savoir-être et connaissance. Par exemple, si je suis éducateur, quelle qu'elle soit, EJE ou EduxP ou quoi, en savoir-être, je suis attentive, je suis observatrice, je suis à l'écoute. Voilà, c'est je suis dans l'empathie. C'est je suis. Et en fait, voilà, je viens dans mon référentiel de compétences de cheminer un petit peu pour exposer un peu ce qui fait mon savoir-être. Vous avez aussi les savoir-faire. Alors, si je reprends toujours le référentiel de compétences de l'éducateur, mon savoir-faire, ça peut être, je sais conduire ou animer des réunions, je sais initier des projets collectifs, je sais coordonner une équipe ou un projet, je sais écrire écrire des projets, enfin je sais rédiger des rapports, voilà. Et là, je balaye un petit peu les 4 compétences
mais j'en fais des savoir-faire. Et puis enfin, vous avez les connaissances. Là, c'est le savoir tout court. Donc, par exemple, si je suis éducateur dans un milieu d'addiction, bah, peut-être que je connais effectivement bah, les différentes drogues existantes, ce qu'elles vont produire chez certains. Je connais peut-être les Weinstein pour tout ce qui est connaissance et approche de l'addiction. Voilà, là, je vais sortir vraiment mes connaissances, mes savoirs. Et du coup, ça vous permet là aussi de structurer ces fiches-là, puisque ce qui est important pour moi, c'est de bien structurer les choses. Et pour ce faire, bah, il faut déjà comprendre ce qu'on nous demande. Et le comprendre, ça passe par la compréhension des mots. Savoir que ces mots vous ramènent des fois ben voilà, à des notions hein, précises qui peuvent effectivement se rencontrer pour certaines. Donc du coup, voilà, ces fiches pour moi, c'était cette présentation qui vous permet bah, de mieux comprendre le contenu. N'hésitez pas à structurer ces fiches en termes de quantité. Pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. Du moment, moi je dis toujours, c'est pareil pour un livret 2. Du moment que le livret il est rigoureux, qu'il y a de la pertinence et qu'il y a surtout tout ce qu'on veut voir de votre fonction et de vos compétences, bah, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire du 200 pages. De toute façon, le jury, des fois, lit en diagonale, il lit pas forcément non plus les livrets. Donc, dites-vous bien que ce qui va plaire à un jury qui va ouvrir le livret, qui n'a pas forcément peut-être envie de le lire, c'est de se dire, waouh, déjà d'entrée, je vois rien qu'en photographie comme ça, des mots qui me plaisent, une position, une posture qui me plaît, et peut-être ça va lui donner envie de lire votre livret. Donc, utilisez tout ça et ces fiches, grand zoom sur justement ces notions, ces concepts que vous devez maîtriser, aussi bien dans vos compétences par rapport à votre, on va dire, activité, mais aussi des valeurs, des choses comme ça que vous pouvez mettre en avant et repréciser. Donc voilà, donc c'était aujourd'hui cette explication bah, qui vient, on va dire, hein, par rapport à celle que je vous avais faite sur le début du livret 2 précédemment, bah, finir, on va dire, ce travail d'écriture du livret 2. Bien sûr, les notions de compétences en elles-mêmes sont développées dans vos accompagnements respectifs et vous pouvez donc nous retrouver sur nos sites faccrisis.fr ou Formation La Marina. Et puis, vous pouvez effectivement être accompagné dans vos livrets pour avoir plus de précision, plus bah, d'aide aussi hein, dans la validation, que ce soit d'une manière modulaire ou que ce soit totale. Donc voilà, je vous laisse avec votre travail de finalisation du livret 2 et puis je vous dis à très bientôt.